Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas peu fière de vous dire qu'on y est, enfin on y arrive du coup à un book haul de janvier 2022. Oui, ça y est, on a passé la barre des 2021. Je commence à rattraper mon retard. Bon, certes on est en avril, mais du coup je vais vous présenter janvier aujourd'hui parce que il y a eu quelques petites arrivées, etc. Bon, en même temps il y avait les restes de Noël, blablabla. Mais je pense que mars et février, je pourrais les regrouper. Donc potentiellement la prochaine fois, on aurait rattrapé le retard. Donc je suis trop contente. Bah écoutez, on part pour à peu près une vingtaine de titres. Donc je perds pas de temps, je vous montre ça tout de suite. Alors au mois de janvier est arrivé du coup un premier titre. Alors je sais pas si c'était le premier, peut-être pas. Je m'en souviens plus. Non, mais ça devait être le premier de la série, il me semble. Ce sont les Sherlock Holmes, du coup. Cette collection-là, donc le premier titre, c'était Le Chien des Baskerville, donc The Sherlock Holmes Collection, de Arthur Conan Doyle, évidemment. Et par contre, je suis en train de chercher la maison d'édition. Il y a marqué The Strand Magazine, là, mais je sais pas si c'est un rapport ou quoi. Je sais que ça reprend les codes d'une vieille collection. Enfin, en tout cas, ils sont magnifique, avec la date évidemment pour les mettre un petit peu dans l'ordre. Il y a quelques illustrations, voilà, les pages sont assez genre vintage et tout, mais franchement c'est de très très belles éditions. C'est à récupérer du coup chez les marchands de journaux évidemment, donc un petit peu comme la collection de RBA Collection. D'ailleurs je me demande si c'est pas RBA aussi, enfin bon. Bref, mais du coup magnifique, superbe, et voilà, vous savez peut-être si vous me suivez à quel point j'adore Sherlock Holmes, donc je ne pouvais pas ne pas craquer, c'était pas possible. Ensuite, là ça vous montre qu'on n'était pas loin de Noël parce que ce titre là je l'avais vu passer, d'ailleurs je crois que je vous l'avais présenté en sortie livresque et vraiment il m'avait tapé dans l'œil et du coup quand je suis tombée dessus à la librairie, je me suis dit oh toi tu vas venir avec moi. Il s'agit des 12 Noëls de Kate de Jenny Bayliss aux éditions Hauteville. Donc voilà, une petite couverture très très noëlesque. Alors on est ici, on va suivre Kate Turner qui est une célibataire heureuse. Depuis qu'elle est revenue vivre dans le village de Blexford, elle ne pense plus à l'amour et passe tout son temps libre à faire des pâtisseries. Et on adore ça. Pour le café de son ami d'enfance Matt, quelques semaines avant les fêtes, sa meilleure amie la presse de s'inscrire à une nouvelle appli de rencontre, le coup de foudre, qui garantit de trouver l'âme sœur en 12 rendez-vous avant Noël. Blague. Kate se lance dès lors dans l'aventure avec amusement, mais au fur et à mesure elle en apprend davantage sur les hommes ainsi que sur elle-même. Alors que le grand jour approche, elle s'interroge, est-ce vraiment la saison de l'amour ou vivra-t-elle le Noël le plus froid qu'elle ait jamais connu? Bref, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais voilà, ça me faisait penser un peu au téléfilm d'M6 et du coup j'étais à fond dans l'ambiance, donc ne me jugez pas. Ensuite, du coup, comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, j'ai eu très peu de temps pour lire, mais par contre, qu'est-ce que j'ai mangé du manga et en l'occurrence celui-ci je ne pouvais pas ne pas le lire parce que j'ai commencé et que c'est très addictif. Il s'agit du 3e tome de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Young-mi et Jeong Jong-yoon chez K-Books. Donc voilà, c'est toujours cette petite histoire entre cette secrétaire qui bosse pour son patron depuis au moins 9 ans et qui finit un jour par... alors, c'est sa secrétaire, mais en fait c'est son assistante, même personnelle, enfin, elle gère tous les pans de sa vie, il l'appelle pour tout et n'importe quoi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et de la semaine d'ailleurs. Voilà, elle fait partie intégrante en fait de sa vie et elle fait tout pour lui, et au bout de 9 ans en fait elle se réveille et elle se dit que c'est sympa mais que potentiellement elle aimerait elle aussi vivre des choses et que c'est peut-être le moment en fait de quitter son emploi et quand elle annonce sa démission à son patron, le patron lui n'est pas du tout d'accord parce que en fait il se dit que si elle se barre il est dans la mouise parce qu'il va être perdu sans elle, etc. Et donc bon, il est un peu lunaire, hein, le gars, il est complètement en dehors des réalités, il se croit le plus beau, le plus intelligent, le plus important, enfin bref, et donc il comprend pas du tout le désir de sa secrétaire de se barrer, pas du tout, et donc il va absolument tout faire pour qu'elle reste, donc voilà, c'est plein d'humour, c'est assez drôle, et puis les mangas de chez K-Books du coup sont dans un format
plus grands que les autres et puis sont en couleur, donc c'est toujours sympa. Je sais qu'il y a un drama du coup qui est sorti, mais je sais pas, il était pendant un temps sur Netflix, mais je crois qu'il y est plus. Mais voilà, K-Books de toute façon sort à peu près là tous les trucs que j'ai regardés sur Netflix en drama coréen, donc c'est super sympa. Et du coup, comme je suis un mouton, alors que j'ai vu la série, que j'ai vu ce qui se passe, eh bien j'achète quand même les mangas. Tout va bien. Tout va bien. Ensuite, on repart côté livre. Du coup, j'ai craqué pour une petite sortie Inceptio qui me faisait de l'œil. Il s'agit de L'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano aux éditions donc Inceptio. J'aime beaucoup du coup cette couverture. On va suivre une jeune fille, je crois, qui a à peu près 18 ans, Chloé Rougemont, voilà, qui vit sa vie de jeune femme, hein, du coup pas de souci. Elle vient d'apprendre que toute sa vie était basée sur un mensonge, bon là ça diffère un peu du quotidien des mortels, et qu'un autre monde parallèle existait. Oui. Je sais pas, vous vous êtes déjà posé la question de comment vous réagiriez vous si on vous annonçait ça? Bref, un monde au code très particulier régi par une force ancestrale. Entre guildes secrètes, attentats surnaturels et son arrivée au sein de la dure académie d'élite, Chloé découvrira son passé qui a vu le jour il y a des milliers d'années de l'autre côté des étoiles. Bref, je trouvais le pitch hyper intriguant du coup, donc j'ai hâte. C'est un texte qui fait 330 pages, donc je pense que ce sera bouffé assez vite, enfin si j'ai le temps de m'y mettre. Mais voilà, j'adore les étoiles et tout machin. Moi depuis que de toute façon j'ai lu Aurora Squad, on ne m'arrête plus. Ensuite c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai reçu de l'une d'entre vous d'ailleurs. J'en reviens toujours pas. C'est Fredounette qui m'avait offert du coup ce magnifique titre. Il s'agit du premier tome de Moitié d'âme, donc les chroniques des 5 trônes de Anselme Kochkorn. J'espère que je l'écorche pas trop. Et qui vient de chez Gulfstream. Donc voilà, un magnifique ouvrage, comment vous dire. Ce livre est tellement beau que à chaque fois que tu le tournes de sens, tu te dis il y a un truc magnifique. Donc tout va bien. J'ai entendu pas mal de bonnes choses sur ce livre, donc vraiment je suis très curieuse de le découvrir. La toile que tisse une fae, un mage seul n'en saurait faire de pareil. Il faudrait 2 mages pour la recréer. Pourquoi? Parce que vos sentiments sont faibles et vos cœurs incomplets. Ce qu'il vous manque, vous le cherchez dans l'autre. Aussi longtemps que vous fouillerez au mauvais endroit, vous resterez des Halflegen, des moitiés d'âme. Bon, ok. Donc la magerie n'obéit qu'à un seul principe, elle ne peut s'exercer qu'à 2. Liutgarde le sait, elle a pourtant fui hors terre l'époux qui lui avait été imposé, renonçant ainsi à son pouvoir. Exilée au nord des terres, elle serait morte sans l'aide des caravaniers et de Rollon, un mage à l'esprit torturé. Épris l'un de l'autre, Liutgarde et Rollon se déplacent en roulotte avec leur communauté dans l'hostile forêt de la Sylverie, ancien royaume des faées de l'hiver. Mais l'équilibre de cette vie en cavale va complètement basculer, les obligeant à régler les dettes de leur vie antérieure. Car dans ce monde tout se sait et tout se paie un jour. Leur pouvoir et leur amour suffiront-ils à les protéger? Il y a un bateau. Bref. J'ai vraiment hâte. Ça me plaît beaucoup. Du coup, j'adore. Et puis, le travail de Gulfstream est toujours aussi magnifique. D'ailleurs, en parlant de Gulfstream, j'avais à ce moment-là reçu également un service de presse. Il s'agit de La Loi du Sanctuaire d'Élodie Boucher, donc sorti chez Gulfstream aussi, dans la collection Électrogène. Donc, c'est ce qui s'adresse aux ados, enfin aux young adultes, entre les deux je pense. On parle du coup d'une... Alors je vous en parle parce que je l'ai lu celui-ci, oui, miracle. Je l'ai dévoré littéralement, hein, je l'ai bouffé, mais alors d'une force. On parle du sanctuaire de Sarano, dans lequel vit une jeune fille qui s'appelle Éline, je crois, oui c'est Éline, donc qui fait partie en fait des... Alors je sais plus comment ils les appellent, mais des apprentis, enfin des... comment dire, oui, des gens qui vivent en fait avec les oracles du sanctuaire, puisque ce sanctuaire abrite donc des jeunes personnes qui semblent avoir des pouvoirs de prédiction.
Et donc pour que on ne sache pas qui sont ces oracles véritablement, ils vivent au sein d'autres apprentis, enfin d'autres personnes un peu cataloguées comme ça, sauf que eux n'ont pas de pouvoir. Et donc Elin fait partie de ces autres personnes qui vivent avec les oracles, donc pour cacher leur existence. Et donc toutes les personnes du royaume viennent au sanctuaire payées bien sûr pour obtenir donc une prophétie, une prédiction, etc. Donc voilà un petit peu, genre le sanctuaire se fait bien de la thune, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc Elin va découvrir qu'un jour en fait toute sa vie n'est qu'un mensonge, on l'a bercée de belles paroles, d'illusions totales, et donc elle va fuir le sanctuaire et elle va tomber sur, alors c'était il y a un moment hein, donc voilà, elle va tomber sur le gars Darrell. C'est le lieutenant du coup des dragons d'un autre royaume et voilà qui était venu au sanctuaire chercher une prédiction et enfin un oracle, enfin bon bref, peu importe, vous avez compris. Et du coup elle va demander sa protection et donc les deux en fait vont se rapprocher, vous vous en doutez un petit peu, et donc vont s'allier pour démêler en fait le vrai du faux et sauver un petit peu quand même tous les royaumes d'un vaste complot. En gros, voilà, je vous la fais très courte, mais c'est ça. Et franchement, c'était super chouette. Alors le début, j'ai eu un tout petit problème au début sur un enchaînement d'actions et de réactions de personnages qui m'a semblé un petit peu... oui, un petit peu, comment dire, facile, un petit peu suspect. Alors là, je me suis dit, oula Oula, là il y a des grosses facilités là, c'est comme ça tout le long, en effet ça s'adresse à vraiment beaucoup plus jeunes. Et puis finalement ça s'est complexifié hein, par la suite, vraiment je me suis attachée au personnage, je suis complètement rentrée dans le récit. Donc c'était super chouette en fait, et vraiment je l'ai bouffé, il fait 400, un peu plus de 400 pages, on parle magie, on parle prophétie, on parle romance, on parle complot, c'était cool, c'était super cool, donc voilà, je vous le conseille à 1000%, et puis alors, voilà, le travail éditorial, la couverture est magnifique, donc c'est un pur bonheur. Ensuite, j'ai reçu un service presse du coup de la part d'un auteur du coup auto-édité, donc qui m'a proposé de recevoir son livre et je suis super contente parce que pour le coup c'est vraiment quelque chose d'original par rapport à ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Donc je ne l'ai pas encore découvert, mais vraiment je prévois ça assez vite. D'ailleurs bref, je vous le dis là comme ça en loose day, mais j'ai un projet de vidéo autour de mes services de presse et voilà, et je vous en parle très vite. Bref, il s'agit de Dania les deux royaumes d'Olivier Hérol, donc sorti aux éditions des Trois Colonnes. Alors je crois que c'est sa maison d'édition, il me semble, si je dis pas de bêtises. Du coup, je voulais le résumer. La sécheresse printanière a fortement affaibli la Zérie, une province du royaume de Dania West que Géco gouverne pour le compte de son père, le roi Igita Ier. Les récoltes sont gravement touchées, et le Rouge, le fleuve qui sépare la Zérie des voisins guerriers, n'augure rien de bon pour Géco et ses hommes. Si les premières révoltes liées à la sécheresse ont eu le mérite de réveiller la garde prétorienne, Géco redoute que les voisins Mèdes en profitent pour les envahir en ce moment de trouble. Les barons zériens encouragent Géco, maître de Zérie, à demander de l'aide à son père, mais son ego le freine dans sa prise de décision. Pourtant il va devoir agir vite, car le royaume de Dania Est observe, comme il l'a toujours fait, pour agir si une opportunité se présente. D'autant plus que, loin des intrigues de la noblesse danienne, un complot se fomente pour rebattre les cartes. J'aime beaucoup du coup, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper intéressant, plongé dans un contexte historique réel entre guillemets. Je pense que ça va être super. Donc Olivier Hérol, du coup l'auteur, a étudié l'histoire de chaque pays dans lequel il a posé le pied et au fil de temps il s'est découvert une passion pour l'histoire en général et la géopolitique. Et du coup je trouve que c'est assez intéressant. Depuis il s'attache à comprendre les réels enjeux et les vraies causes qui donnent lieu au conflit et à la paix, les relations entre les différents acteurs du pouvoir le fascinant. C'est cet intérêt qui a donné vie à ce roman qu'il définirait comme une œuvre de fiction à tonalité épique, une fresque projetant le lecteur dans un monde imaginaire inspiré de l'Empire romain. J'adore. Donc voilà, et en plus c'est vraiment un très bel objet aussi, le livre, il est très très chouette.
Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Alors il fait un tout petit peu moins de 400 pages. Donc écoutez, je vous en donne des nouvelles très bientôt. On continue un nouveau titre puisque ça sortait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, là je sais plus. Eh bien c'est un autre Sherlock Holmes, une étude en rouge. Il est magnifique en rouge aussi, toujours d'Arthur Conan Doyle et toujours dans cette magnifique édition donc on peut trouver en maison de la presse, donc qui est somptueux. Donc l'étude en rouge, hein, je crois que c'est le premier d'ailleurs des Sherlock Holmes. Ils sont pas sortis dans l'ordre de parution, mais voilà, puisque du coup celui-ci c'est 1887. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de me replonger dans les Sherlock Holmes. J'espère que ces éditions voilà, sont bien faites, mais en tout cas elles ont le chic d'être magnifiques en tout. Déjà pas mal. Ensuite on passe du côté BD, j'ai craqué pour un tome 2, oui un tome 2 de BD, il s'agit de La Sentinelle du Petit Peuple, les larmes du dragon de Fornes, Carbone et Barreau, aux éditions Dupuis. On est toujours, oui vous avez vu ma ring light bien comme il faut, mais on est toujours sur des illustrations qui me laissent un peu couate parce que c'est toujours aussi magnifique. J'avais beaucoup aimé le premier tome de cette petite BD, du coup à portée écologique, moi je trouve qu'il y avait quand même des petites vibes un peu ça, donc fantastique plutôt, et c'était vraiment chouette, j'adore. C'est une BD jeunesse mais alors à consommer sans modération, même par les adultes, hein, sans problème. On repart côté manga et je ne déroge pas la règle, du coup j'ai recraqué chez K-Books avec un autre titre, il s'agit de Crush of Lifetime, donc le premier tome de Jeong Halim et Kim Yin-woo, donc chez K-Books, qui est encore une petite histoire... alors je sais plus, je crois que c'est la jeune fille qui est sur les réseaux sociaux, du coup qui est une star sur Instagram ou un truc comme ça, qui n'a jamais eu de vraies relations, en tout cas de petite amie. Et elle va tomber sur un jeune homme qui, lui, étonnamment, n'est pas du tout sur les réseaux sociaux parce que sa vie est pas toute simple, assez compliquée. Pas tout simple, assez compliqué, merci beaucoup. Vive le vocabulaire. Concrètement, il a d'autres priorités et donc lui ne la connaît pas du tout via les réseaux sociaux, puis il s'en fout un peu. Et voilà, et donc ces deux personnages vont se rencontrer. Voilà, c'est une petite romance, hein, on va pas se le cacher. C'est très mignon. La fille du coup... dans son quotidien est bien plus drôle que ce qu'il n'y paraît, parce que c'est vrai que sur Instagram, à part montrer qu'elle est jolie, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'autre, alors qu'en fait elle a une vraie personnalité et beaucoup plus naturelle que voilà qu'il n'y paraît, donc c'est rafraîchissant. Franchement ce premier tome je l'ai bien aimé, j'étais très contente, je l'ai lu, oui mesdames et messieurs je l'ai lu, donc quand je vous dis que j'ai lu les mangas c'est vrai, hein. Ensuite on repart côté livre, et là j'étais un peu dans ma période un peu vous savez cozy mystery et tout, et j'avais vu passer ces titres depuis super longtemps. Honnêtement je pense que dans un premier temps, j'aurais pas forcément craqué pour celui-ci, mais j'en ai entendu vraiment de très bons échos, et je me suis dit, ah ce serait trop dommage de passer à côté franchement. Il s'agit donc du premier tome des enquêtes de Miss Merkel, donc meurtre d'un baron allemand de David Saffier aux éditions City, et je trouve qu'il a l'air trop drôle. Bon ça me fait un peu bizarre du coup que ce soit Angela Merkel qui soit le personnage principal, mais je me dis... pourquoi pas, c'est assez rigolo. Et on va suivre donc du coup Angela Merkel qui a pris sa retraite dans un petit village rural et qui s'occupe du coup comme elle peut. Pardon, c'est bête mais ça me fait rire. Avec Poutine, son chien. Bon, dans le contexte c'est moins marrant mais bref, elle fait de longues randonnées dans la nature environnante et cuisine des gâteaux. Comparé à son ancien job de chancelière, tout cela est d'un ennui mortel. Et donc elle va découvrir le cadavre de son voisin. Et une enquête va s'en suivre, je vous laisse découvrir la suite, mais je trouvais ça très mignon et franchement très étonnée, mais j'en ai entendu de très bons échos, donc voilà, je fais assez confiance et je me suis dit pourquoi pas me lancer dedans. Et dans la même veine, parce que bon, ils ont surfé un peu sur la vague, mais là pour le coup, je me serais laissée tenter parce que j'ai un attachement particulier au personnage. Il s'agit du premier tome des enquêtes de Jessica Fletcher et John Land, donc un temps pour le meurtre, donc toujours chez City aussi,
Et voilà, vous connaissez forcément Jessica Fletcher, Arabesque, la série du coup, qui remonte un petit peu, hein, pour les plus jeunes peut-être que vous ne connaissez pas. Mais moi je sais que c'est une série voilà, de mon enfance, parce que non pas que c'était fait pour les enfants, mais je sais que ma maman, je crois que c'est ma maman qui regardait ça. J'allais dire ma grand-mère, mais je crois que c'était bien ma maman. Et voilà, et cette romancière du coup à Cabot Cove, je crois, qui vit à Cabot Cove, et qui du coup finit par enquêter sur de réels meurtres. Bref, il y a beaucoup de meurtres autour d'elle, hein. C'est fou quand on prend un peu de recul par rapport à la série, tu te dis ah, le dénominateur commun c'est quand même elle, hein. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Bref, et voilà, et c'était vraiment super. J'avais envie de me replonger un peu dans cette ambiance, et voilà, et j'en ai entendu aussi de bonnes choses, donc à voir. Je sais qu'il y a peut-être 3 tomes maintenant qui sont sortis, donc à suivre. Et puis alors après on repart un petit peu en jeunesse avec un titre là qui était dans ma wishlist depuis très longtemps, et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, et là dernièrement je crois que c'est Aurélia du compte Amita Books qui l'a lu et qui a adoré. Il s'agit de Félicratie de H. Lenoir, donc c'est un roman qui est sorti chez Sarbacane. On est sur un roman ado, young adulte, j'ai toujours un doute, où on va parler chat, où on va parler extraterrestre, où on va parler survie de la race humaine, enfin j'adore, avec un humour détonnant. On va y suivre Yacine qui a 16 ans et dont le boulot en fait c'est d'être un animal domestique pour extraterrestres, parce qu'ils ont gagné ces couillons, ils ont envahi la Terre, et comme leur seul point faible c'est les poils de chat, bah croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Bref, voilà, il paraît que c'est savoureux à souhait, tellement c'est plein d'humour, et puis voilà, la couverture est quand même hyper top. Donc très envie ce petit roman, je pense que je vais me le faire pas tard. On a envie de se marrer en ce moment, donc je dis voilà, ça c'est noté, hein. Comme il y en a plusieurs, j'ai plusieurs titres comme ça qui semblent assez drôles, donc j'ai envie de me laisser porter. Alors cet autre titre, mon dieu, j'aurais jamais cru craquer pour ce titre, et puis j'ai eu l'occasion du coup, puisque j'ai eu un petit bon d'achat par mon travail pour Noël, et je me suis dit bon ben, peut-être que si j'avais dû le payer je l'aurais pas pris, mais là j'étais dans une période, si vous voulez, où voilà, j'ai complètement craqué. Je me suis dit, allez, un truc où je vais, voilà, où je vais y aller tranquille, où je vais retrouver mes... Je sais pas à quel âge j'ai découvert Twilight, mais voilà, repartir un peu à cette période. Je crois que j'avais 18 ou 19 ans. Bref. Donc voilà, du coup, bah, vous avez peut-être deviné de quel titre il s'agit. Et je tiens à dire que si j'ai craqué, c'est aussi grâce à Kimi Collection, qui était en train de le lire et qui a fangirlé à fond, et je me suis dit oh, allez allez, allons-y. J'ai acheté le premier tome du coup d'Assoiffé, donc de Tracy Wolff aux éditions PKG. Non mais en plus, enfin, ils y sont allés à fond, parce que même la couverture est un rappel quand même assez évident aux couvertures de Twilight, donc voilà. On va suivre donc une fille, j'ai même plus comment elle s'appelle, donc voilà, qui débarque du coup un jour dans un nouveau lycée, mais je crois que c'est, je me demande si c'est pas j'avais été en Alaska ou un truc comme ça, enfin bref, elle arrive donc en tant qu'humaine dans un nouveau lycée, au milieu, je vous le donne en mille, de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent, au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher, avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que des raisons. Pourtant me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger, et si quelqu'un voulait m'utiliser comme appât. Bref, voilà, on prend les mêmes et on recommence. Alors j'ai pas entendu que de bonnes choses, hein. Je vais être très honnête sur ce livre. J'ai entendu pas mal même de mauvaises critiques. Mais
Mais voilà, à ce moment-là, écoutez, je sais pas, j'ai eu envie. Tibi Collection était à fond dedans et je me suis laissée porter par le truc. Donc voilà, j'irai. Et puis écoutez, bah s'il faut, on en reparlera, on en rigolera ou pas. Oh voilà, on va pas se prendre la tête, en tout cas je pense que c'est un bon moment à venir et ça me fait plaisir. Et du coup, un autre cadeau d'anniversaire qui est arrivé aussi par ma petite Laetitia du coin lecteur de Galets. Il s'agit du premier tome d'un Cozy Mystery, Le chat du bibliothécaire, donc succès mortel de Miranda James aux éditions J'ai lu. Oh, qui est trop mimi. Donc on va y suivre un bibliothécaire qui est accompagné de son chat et du coup Diesel. Son chat s'appelle Diesel. Donc voilà, véritable coqueluche de la ville, jusqu'au jour où un auteur de thriller célèbre, enfant du pays, vient assister à un repas, je sais pas quoi, un dîner de gala en son honneur, est assassiné, évidemment. Et voilà, du coup, le bibliothécaire va se mettre à enquêter. Tout va bien. Bref, mon résumé ne vaut pas un clou, mais vous l'aurez compris, c'est un petit Cozy Mystery qui a l'air vraiment trop cool. Alors j'ai entendu juste un truc, c'est que le chat finalement ne prenait pas tant de place que ça dans le premier tome, donc à voir. En tout cas, je vous en donnerai des nouvelles rapidement, j'espère. On continue sur notre lancée, hein. La 3e semaine, eh bien c'était un nouveau Sherlock Holmes, et celui-ci c'est Le Signe des Quatre, qui est très connu aussi, d'Arthur Conan Doyle toujours. Bref, je vous le montre juste pour les yeux, hein. Je vous fais pas les résumés d'Arthur Conan Doyle quand même, on y reviendra au pire, hein. Donc voilà. Et puis ensuite, alors un titre jeunesse qui était dans ma pile à lire depuis vraiment un petit moment. J'allais dire très longtemps, mais en même temps je suis pas sûre qu'il soit si vieux que ça. Non, il date de 2021, donc bon, pas si vieux que ça non plus. Mais vraiment, il me faisait tellement envie. La couverture m'attirait trop. C'est un médium du coup de l'école des loisirs. Il s'agit de La montagne qui m'a sauvée de Lauren Walk. Donc, regardez ça. Non mais, la beauté du truc. Bref, qui est absolument magnifique. Alors, je voulais le résumer, lorsque la Grande Dépression lui prend presque tout ce qu'elle possède, la famille d'Ellie est contrainte de quitter sa maison en ville et de recommencer à zéro au cœur des forêts sauvages de la montagne aux échos. Là-bas, Ellie se découvre un profond amour pour la nature, surtout elle y retrouve une force et une liberté plus que bienvenue, après qu'un accident a laissé son père dans le coma. Un accident pour lequel Ellie a été injustement tenue responsable. Déterminée à ramener son père parmi les vivants, la jeune fille se lance dans une expédition pour rejoindre le sommet de la montagne. Une femme surnommée la sorcière y vivrait, elle posséderait d'extraordinaires secrets de guérison. Pourra-t-elle aider Ellie ? Voilà, donc c'est un roman, un bon bébé, hein. Ouais, il fait 450 pages à peu près, mais écrit assez... mais écrit de façon assez aérée. Et vraiment, ce petit jeunesse me fait super envie. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais cette histoire du coup de culpabilité, de nature, de magie, enfin voilà, tout ça m'a donné tellement envie. Ensuite, alors ça pour le coup, c'est une histoire assez intéressante puisque c'est un titre qui n'aurait pas dû finir dans ma pile à lire a priori. Mais alors, est-ce que c'est une erreur de ma part? Parce que c'est fort possible, hein. Pour être honnête, c'est fort possible. Je précommande du coup souvent les livres de cette maison d'édition chez mon petit libraire, du coup indépendant. Et celui-ci, il est arrivé pour moi alors que je pensais pas l'avoir demandé. Mais bon, comme il était là, bah écoutez, je l'ai pris avec moi quand même. Et puis en plus, il est magnifique. Il s'agit du Chant des Sans Repos de Roseanne A. Brown, donc aux éditions de Saxus, qui est encore... qui est un très bel ouvrage, hein, magnifique. Alors on est ici sur une princesse en deuil et un réfugié désespéré, confronté à la mort et à l'amour, un choc fantasy inspiré par le folklore africain. Donc Malik a fui la guerre avec ses deux sœurs pour commencer une nouvelle vie dans la cité prospère de Ziran, où va se tenir le somptueux festival de Solstasia. Mais quand un esprit vengeur kidnappe sa petite sœur, il est contraint d'exécuter une sombre besogne pour la récupérer, tuer Karina, la princesse héritière de Ziran.
Cette dernière n'a que faire de son prestigieux statut jusqu'à ce qu'un événement tragique vienne la plonger dans un chagrin inconsolable et provoque un tumulte sans précédent dans son entourage. La découverte d'une magie ancienne va cependant lui redonner un mince espoir d'inverser le cours des choses. Alors que le festival bat son plein, Karina et Malik vont se retrouver malgré eux sur la même trajectoire meurtrière. Seront-ils prêts à aller jusqu'au bout pour retrouver ce qui leur est cher? Tadadam. Bah écoutez, en fait, ça semble quand même vachement intéressant. Et en plus, une fantaisie dans le folklore africain. Je crois pas que j'en ai déjà lu. Non, parce que du coup, c'était plutôt l'Orient. Alors il y en a un qui commence en Égypte quand même, qui fait partie de l'Afrique, mais du coup on se dirigeait très rapidement plutôt vers le Moyen-Orient. Donc vraiment dans le folklore africain, je crois que ce sera le premier, et donc je suis quand même très intriguée. Et alors, dernier titre du coup de ce book haul de janvier, eh bien c'est un titre dont je n'ai pas du tout entendu parler sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment tombée dessus complètement par hasard dans la librairie. Il s'agit de Chaque soir à 11h de Malika Ferjouk aux éditions Flammarion. Et on est ici sur une petite histoire, un palpitant mélange de comédie romantique et de thriller, de romance lycéenne et de frisson gothique par la romancière à succès Malika Ferjouk. Alors Willa R s'est classée dans la catégorie des filles que les garçons ne voient jamais, des insignifiantes, des petits chats caustiques mais frileux. Yago, lui, attire tous les regards, il est le garçon dont rêvent les filles du lycée. Dès la rentrée, Yago pose les yeux sur Willa et la choisit. Mais à une fête, Willa rencontre l'étrange et ténébreux Edern. Dès lors, sa vie prend une tournure singulière. De la grande maison obscure cachée au fond de l'impasse, la jeune fille doit découvrir les secrets, sonder son cœur et faire un choix. J'adore. Alors, je dois être honnête. Je me dois d'être honnête jusqu'au bout. J'ai fait une chose avec ce livre que je ne fais absolument jamais. Je crois bien que c'est la toute première fois que je le fais. J'ai commencé à feuilleter les premières pages donc dans la librairie, puisque je ne connaissais pas du tout ce livre. Donc Malika Ferjouk, c'est quand même une autrice dont j'entends parler, parce que c'est un nom quand même qu'on voit tourner pas mal, mais je ne crois pas encore avoir découvert sa plume. Je crois que c'est l'autrice du coup de Broadway Limited là, donc enfin si je ne me trompe pas. Voilà, j'en ai dans la palle, mais je sais pas pourquoi j'ai pas encore découvert. Donc je voulais vérifier, donc j'ai lu les premières pages. Alors ça m'arrive, ça n'est pas le truc que je ne fais jamais. Mais ce livre, voilà, une fois pris dedans, les premières pages j'avais un peu de mal, et un peu de mal à le lâcher, on s'entend. Et du coup je me suis dit, je veux bien le lire. C'est horrible de faire ça se fait pas. Vraiment, je me sens mal de l'avoir fait. J'ai lu les dernières pages. J'ai lu les dernières pages de ce livre. Alors je me souviens plus exactement, heureusement ma mémoire est très sélective, donc j'ai pu squeezer un peu. Mais j'ai lu les dernières pages de ce livre pour voir en fait, je sais pas, pour voir si j'avais envie, si ça valait la peine que je me lance dedans. C'est la première fois que je fais ça, je trouve que ça ne se fait pas. Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris, mais voilà, je suis honnête, donc je vous le raconte évidemment. Et voilà, ça m'a surpris, mais du coup c'est un bon indice pour vous dire quand même qu'il est arrivé quand même dans ma pile à lire, donc c'est que la fin n'était pas désagréable. Donc voilà, écoutez, on en est là pour mon book haul de janvier. Ça représente je crois à peu près 20 titres il me semble, donc bon c'était un peu le recraquage après novembre-décembre, mais bon on va pas dire grand chose hein. Du coup après je me recalme un peu. Donc on va dire de toute façon là j'arrive à saturation, mais vraiment saturation. Donc il va de toute façon falloir que je me calme. D'ailleurs je vais mettre à vendre sur Vinted certains titres de ma bibliothèque. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos. Donc voilà, ça sera avec plaisir. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses rencontres livresques et je vous fais bien sûr de très gros bisous.